Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la revue Fonds de l'Archive. Pour plus d'informations sur nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner ou nous suivre sur Twitter. On part dès maintenant à la découverte des événements organisés dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, ce 18 et 19 septembre. Beaucoup de services d'archives ont ouvert leurs portes et proposé des animations variées de grande qualité. Pour poursuivre ce thème 2021, Patrimoine pour tous, la revue Fonds de l'Archive vous propose de relayer quelques initiatives sur des services d'archives ayant proposé des activités. Félicitations à tous les organisateurs et animateurs de ces journées. Et c'est parti dès maintenant, direction le Centre national des archives de l'Église de France avec Valentin Favrier. Comment résumeriez-vous la mission du Centre national des archives de l'Église de France ? Alors la mission du CNEF, c'est très simple. En fait, c'est de conserver les archives de l'Église au niveau central. Donc, c'est-à-dire les archives de la Conférence des évêques de France et les archives de mouvements, associations qui ont au niveau national ou de personnes qui ont une mission dans l'Église, pareil au niveau national. Donc on n'a pas les archives des diocèses ni des congrégations, mais vraiment les archives centrales. Comme chacun sait, les biens du clergé ont été nationalisés lors de la Révolution française, ce qui fait que les archives de l'Église qui appartiennent encore à l'Église sont celles du 19e et du 20e siècle, sauf que nous, au CNAEF, on conserve essentiellement des archives du 20e siècle, puisque nous sommes rattachés à la Conférence des évêques de France, qui a été créée en 1919, et elle s'appelait à l'époque l'Assemblée des cardinaux et archevêques. Donc on a vraiment les archives de ces deux institutions sur le XXe siècle. Vous organisez, dans le cadre des Journées du patrimoine, un événement. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage ces actions le samedi 18 septembre 2021 ? Oui, alors d'une part, nous avons ouvert la salle de lecture que nous avons réaménagée en salle d'exposition avec deux expositions à regarder. L'une sur l'histoire de la conférence des évêques de France et l'autre sur la jeunesse maritime chrétienne. Et puis nous organisons des visites que les archivistes font auprès des visiteurs. On visite 3 magasins d'archives et puis pendant la visite on explique un peu comment fonctionne le service, quelles sont ses missions, et puis on montre des pièces d'archives exceptionnelles pendant le parcours. C'est votre deuxième participation aux Journées européennes du patrimoine. Quel impact ressentez-vous par rapport au public qui viennent visiter? Quel peut être leur changement de vision sur le Centre national des archives de l'Église de France? Alors déjà, c'est vrai que pour l'instant, j'ai qu'un an d'expérience finalement dans les journées du patrimoine, puisqu'il faudra attendre la fin de cette journée pour faire le bilan. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que en général, les visiteurs sont très curieux de savoir ce qui se cache derrière nos murs, sans vraiment savoir quelle période historique on conserve. Donc c'est déjà le premier point, c'est d'expliquer aux gens qu'on n'a que des archives contemporaines et pas des archives qui datent du IIIe siècle par exemple. Et puis vraiment expliquer comment fonctionnent toutes les archives de l'Église. Il ne s'agit pas d'expliquer comment fonctionne uniquement le CNAEF, mais vraiment les archives des diocèses et des communautés religieuses. Donc c'est vraiment l'idée de leur donner un panorama des archives de l'Église en général. Sur les typologies que vous présentez, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différentes archives que vous conservez et finalement comment le côté visuel de ces archives peut être présenté dans une visite comme les Journées européennes du patrimoine? Alors on commence par les publications et donc là on montre des extraits de revues d'associations catholiques. Alors c'est un peu intéressant parce que les gens peuvent parfois se souvenir des abonnements qu'ils ont eus dans leur jeunesse. Et puis on montre ensuite quelques pièces d'archives, donc des affiches ou alors des archives typiques que l'on peut conserver. Donc là aujourd'hui je montre des archives de l'aumônerie générale des prisonniers de guerre, donc des cartes postales qu'il y a eu entre l'aumônerie et les prêtres qui étaient dans les camps de prisonniers allemands. Et puis des archives qui résultent d'une enquête sur la pratique religieuse faite dans les années 50 et 60 par le chanoine Boulard. Et donc là, on voit toutes les cartes qui ont été réalisées et on voit très précisément comment a été traitée cette sociologie religieuse. C'est aussi un moyen de présenter les actions du service. On peut notamment penser à la présentation que vous en faites des archives qui ont été dépoussiérées par les étudiants de l'école du Louvre. Comment vous valorisez aussi ces partenariats sur d'autres formes de moments qui ne sont pas les Journées du patrimoine, mais où finalement vous avez l'occasion de vous ouvrir vers vos publics? Alors c'est pas l'école du Louvre, c'est l'école de Condé. Mais alors on est depuis très récemment présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, où on met des pièces d'archives pour montrer un peu, parler de l'histoire de l'Église déjà, et puis montrer qu'elle... Sur quel identifiant?
Archive-Église, pardon. @archive-église. Donc on est présent depuis 2019. Après, on a une lettre d'information qu'on peut diffuser à ceux qui veulent s'y abonner. Pour l'instant, on a quelques pages internet sur le site de la Conférence des évêques de France, mais ça va évoluer. Et voilà, donc en fait, on continue de se développer sur la valorisation, et c'est pour ça qu'on a ouvert l'année dernière pour les Journées du patrimoine. En guise de conclusion, quel conseil direz-vous à quelqu'un qui cherche un programme pour les Journées européennes pour venir visiter le Centre national des archives de l'Église de France? Pourquoi venir aujourd'hui visiter le service d'archives? Alors pourquoi venir chez nous? Alors déjà pour savoir ce que l'on conserve, et puis apprendre que donc, les archives, même si c'est les archives de l'Église, nous concernent tous, puisque c'est vraiment un patrimoine à exploiter. On a beaucoup de fonds qui n'ont pas encore été exploités, et donc mon but en fait c'est que finalement les visiteurs viennent en parler, et puis après pour en parler autour d'eux, tout simplement. Merci Valentin Favrier pour ce moment, pour ces présentations des archives de l'Église de France. Nous voici maintenant au Fort de Saint-Cyr, où on s'apprête à réaliser une visite exceptionnelle dans la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Bonjour, pouvez-vous nous présenter l'intérêt de la journée? Alors, l'intérêt de cette journée, c'est que le Fort de Saint-Cyr est un centre de conservation qui est ordinairement fermé au public, sinon à quelques commissaires d'exposition ou chercheurs qu'on reçoit sur rendez-vous uniquement. Le site ouvert au public de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, c'est son siège qui est à Charenton-le-Pont, de l'autre côté de Paris par rapport à ici, dans l'est de Paris, qui est accessible par métro, c'est quand même plus facile. Donc ici, on est un petit peu plus loin, et donc c'est un site qui est voué surtout à la conservation des archives photographiques et à leur traitement. Justement, vous précisez la particularité du site de Saint-Cyr sur les archives photographiques. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement ici et quelles sont vos missions en termes de conservation? Alors, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, comme son nom ne l'indique pas, est un service d'archives, le service d'archives de l'administration des monuments historiques. Et il se trouve que pour des raisons historiques liées à l'histoire longue des monuments historiques et de cette administration, elle a constitué une collection photographique qui est maintenant une des plus grosses collections photographiques de France et le premier service d'archives photographiques de France, qui couvre évidemment tous les champs liés au patrimoine, l'archéologie, les monuments historiques, mais qui va bien au-delà, puisque par dérivations successives, l'administration des monuments historiques s'est emparée en fait de tout le champ photographique, et qu'à l'heure actuelle, nous conservons évidemment beaucoup de photographies liées aux monuments historiques et liées aux monuments en général, mais nous conservons aussi des fonds de portraits, nous conservons des fonds d'auteurs photographes tels que Jacques-Henri Lartigue, Willy Ronis, Gilles Caron, ou bien d'autres, et que nous continuons à collecter les fonds d'auteurs photographes par donation essentiellement. Donc nous sommes en gros le service de conservation des archives photographiques, il faut appeler ça comme ça. Si l'on doit résumer la question de l'archivage de ces photographies, quelles seraient selon vous les priorités dans ce traitement et vraiment les difficultés de ce type de support? Alors, il y a des difficultés, mais qui sont assez classiques par rapport à la photographie, de la diversité des supports, puisqu'on abrite à peu près tous les supports possibles liés à la photographie, depuis les daguerréotypes en très petit nombre, il faut bien dire, les calotypes dont nous conservons une belle collection, qui sont des négatifs papier, plus après une énorme collection de plaques de verre, tous les négatifs souples possibles et imaginables, jusqu'au tirage photographique dans toutes leurs composantes différentes. Donc il y a tous ces aspects liés à la conservation qui sont un problème, qui sont des éléments à prendre en compte. Je pense que les plus gros enjeux que nous avons à l'heure actuelle et que nous essayons de développer depuis 5 ou 6 ans maintenant, c'est de répondre à la demande des auteurs photographes d'envergure nationale, puisque les archives départementales font un travail énorme de collecte des fonds photographiques locaux,
mais il n'y avait pas jusqu'à présent, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, d'institutions nationales qui se vouaient de la même manière à la conservation de fonds photographiques d'auteurs photographes. Ce qui était vraiment un trou dans la raquette et pour lequel d'ailleurs le ministère de la Culture était régulièrement interpellé par la profession. Donc c'est un peu ce trou dans la raquette que nous essayons de résorber et cette problématique à laquelle on s'attache à l'heure actuelle, c'est d'essayer de trouver avec les photographes le moyen de gérer leurs fonds et d'assurer la pérennité de grands fonds d'auteurs photographes, sachant que c'est des fonds qui peuvent générer un peu de bénéfices et un peu d'argent parce que l'image a une valeur. Donc c'est la difficulté en fait. Quand les archives n'ont strictement aucune valeur marchande, c'est plus simple de les appréhender. Quand elles en ont un peu plus, comme c'est le cas des images, c'est plus difficile. Alors les images et les photographies peuvent générer des flux financiers et donc à partir du moment où il y a de l'argent, ça complique un peu la relation avec les donateurs. Donc il faut trouver la bonne chose, sachant que les images peuvent générer de l'argent, mais qu'en réalité elles en coûtent plus finalement qu'elles n'en engendrent. Et donc il faut arriver à trouver le point d'équilibre pour que les donateurs, puisqu'il s'agit de donations, on est dans le cadre des archives privées, essentiellement dans tous les fonds qu'on gère à l'heure actuelle, et donc il faut arriver à trouver le point entre le bénéfice que doivent retrouver les photographes pour la gestion de leurs fonds et leurs ayants droit après eux, et puis la pérennisation de ces fonds qui ont une importance patrimoniale pour l'histoire de la photographie, pour l'histoire nationale et puis pour l'histoire en général. Site exceptionnel, mission exceptionnelle et journée exceptionnelle dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine. Quel est finalement le programme de cette journée ? Alors, on est à la fois modeste parce que nous sommes une petite institution. À la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, il y a 50 agents, auxquels s'ajoutent quelques prestataires, quelques vacataires, stagiaires, etc., qui nous permettent également de faire avancer les choses. Mais en gros, on est une petite institution, mais on a une chaîne de traitement qui est plutôt bien faite et qui permet de répondre aux problématiques qui sont les nôtres. Donc cette journée, elle est exceptionnelle parce que comme nous sommes une petite institution, que le site n'est pas non plus très facile à faire visiter, les quelques visiteurs qui se présentent sont relativement peu nombreux. On n'est pas ici dans des flux où on peut faire visiter à 2000 personnes en 2 jours. Nous, on va se contenter de 200 tout au plus en 2 jours, mais par contre, on essaye de les recevoir bien, donc de les recevoir en petits groupes, de leur montrer au maximum toutes les richesses de la collection, d'une part photographique qu'on abrite ici, et puis d'autre part de ce lieu exceptionnel qui est le fort de Saint-Cyr, qui est quand même un des grands forts du système de défense imaginé par Serré de Rivière après la guerre de 1870 autour de Paris, et qui est classé monument historique, qui est un endroit absolument magique. Et donc je crois que les visiteurs qui viennent ici, qui sont accueillis en petits groupes, mais qui sont vraiment accompagnés tout au long d'une visite de 2 heures, en ressortent avec une image quand même relativement intéressante à la fois d'un monument totalement méconnu et extrêmement intéressant, puis qui parle à l'imagination, parce qu'il y a des tunnels, il y a des canons, c'est une architecture qui est quand même tout à fait exceptionnelle et qui est assez grandiose, il faut bien le dire. Et puis de l'autre côté, une collection qui est elle aussi méconnue, parce que la map est un objet patrimonial non identifié ou mal identifié, particulièrement dans le milieu des archives. Et donc en fait, ils découvrent aussi toutes les facettes de ce métier passionnant qui est le nôtre. Merci beaucoup. Je confirme effectivement les conditions d'accueil et de visite sont très agréables. Merci beaucoup pour ces présentations et pour cette journée. Je vous laisse pour vous retrouver dans un futur site. Merci. Nous avons fait le déplacement du fort de Saint-Cyr, quelques kilomètres plus loin, dans la batterie de Bois d'Arcy, pour rejoindre le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je vous laisse présenter l'historique du centre et vos collections.
Oui, alors le Centre national du cinéma et de l'image animée a été créé en 1946. Il s'appelait alors le Centre national de la cinématographie et avait pour mission la régulation du secteur cinématographique et le financement de la création cinématographique. En 1969, un décret a élargi ses missions à la conservation du patrimoine et à sa restauration avec la création du service des archives du film. Le service des archives du film qui est devenu aujourd'hui la direction du patrimoine. Alors les collections se sont constituées à partir de cette date, à partir de 1968 en fait, par des dépôts qui venaient des laboratoires cinématographiques qui ne pouvaient plus, qui n'avaient pas les installations permettant de stocker les films sur support nitrate et également qui ont déposé des films également sur support de sécurité et également des producteurs, des collectionneurs, des institutions puisque nous avons des dépôts des archives nationales, de divers ministères, de Canopée aussi, ancien CNDP au Fratem, donc des institutions tout à fait diverses qui ont déposé leurs films, des privés également, qui font, mis les uns à côté des autres, une collection d'à peu près 1 100 000 boîtes et 110 000 œuvres répertoriées. Quelles sont les particularités en termes de traitement archivistique, de classement et quelles sont finalement vos activités quotidiennes avec notamment les travaux de restauration, de numérisation? Alors, la particularité de la conservation tient à l'originalité du support. Le support cinématographique demande des traitements particuliers et déjà des bâtiments de conservation aussi spécifiques, notamment pour conserver le film nitrate. On va séparer à l'arrivée dans nos murs, on va séparer les films sur support nitrate, ce support en fait qui a été celui du cinéma entre 1892, avant même la projection lumière inaugurale de 1895, et le début des années 50, 53, 54, date du décret qui a mis fin à la circulation, la fabrication et la projection du film nitrate. Donc il faut des bâtiments spécifiques pour ces collections, puisque ce support est inflammable, sa combustion conduit à des explosions, donc il faut impérativement mettre en place des conditions spécifiques de conservation. Les films sur support de sécurité ont également des bâtiments spécifiques. Les uns et les autres sont climatisés à température constante, quelle que soit la période de l'année, entre à peu près 10 et 12 degrés. Et on veille également à ce que le taux d'hygrométrie ne dépasse pas 45%. Il est en général, il doit être compris entre 35 et 45% pour assurer la bonne conservation des films, qu'ils soient nitrates ou sur support de sécurité. Alors, un des principes également de la conservation des films, c'est la séparation des supports. On ne va pas mettre dans le même bâtiment le négatif, la copie et internégatif, interpositif d'un film. Et on a la chance ici à Bois d'Arcy et également au fort de Saint-Cyr, à Montigny-le-Bretonneux, d'avoir donc plusieurs bâtiments qui nous permettent de mettre le négatif dans un des bâtiments, la copie dans un autre bâtiment et l'internégatif potentiellement à Saint-Cyr. Comme ça, s'il arrive un accident dans l'un de ces bâtiments, il reste une trace du film dans l'un ou l'autre des autres des bâtiments. Ça, c'est important. On fait également un stockage donc par type de support, c'est-à-dire qu'on va avoir des salles spécifiques pour le négatif, spécifiques pour les copies, spécifiques pour les inters, toujours dans cette idée de bien séparer les supports et dans un avenir, j'espère proche, d'avoir des conditions de conservation spécifiques pour les négatifs et d'autres pour les copies qui ne nécessitent pas forcément d'être gardées à basse température comme les négatifs.
La conservation des films, c'est également, alors c'est des bâtiments climatisés, déshumidifiés, c'est également une surveillance des supports. On fait des rondes dans les bâtiments hebdomadaires pour être sûr qu'il n'y a pas de problèmes techniques, mais on va également faire des tests pour contrôler si un film n'est pas atteint du syndrome du vinaigre. Donc on va placer des petites bandes de contrôle, des tests d'acidité qui vont nous permettre, si le test se révèle positif, vont nous permettre d'isoler le film qui est atteint par le syndrome du vinaigre, donc il dégage un taux important d'acide acétique. Et si ce film est un film unique, un élément important de conservation, on va mettre en place un processus de restauration ou de sauvegarde en fonction de l'intérêt du film. Et on va surtout l'isoler du reste des stocks pour éviter qu'il contamine en fait les autres films qui étaient rangés à côté de lui. Si le film n'est pas important, n'a pas alors je ne parle pas en termes esthétiques, d'historique, mais si nous avons d'autres exemplaires du film, eh bien, nous sommes aménagés à détruire cet élément qui est dangereux en fait pour l'état sanitaire de l'ensemble de la collection. Au contraire, vous avez la possibilité de faire des restaurations si ce film est important. Voilà, tout à fait. On va faire au moins une sauvegarde si c'est un élément unique pour garder une trace de ce film. Et si effectivement, plus que s'il est intéressant pour l'histoire du cinéma, si aujourd'hui on juge qu'il est important de faire une restauration, on va entamer effectivement un processus. Mais en tout cas, on ne va pas laisser le film disparaître pour ces raisons sanitaires. On va faire notre possible pour effectivement permettre qu'il y ait une trace de cette œuvre qui perdure. Tournée exceptionnelle dans ce week-end du patrimoine. Quel est finalement le programme que vous avez souhaité mettre en place pendant ces 2 jours ? Alors, les journées du patrimoine sont pour nous qui ne sommes pas ouverts au public l'occasion de faire découvrir un site assez exceptionnel, le site de Bois d'Arcy, cette batterie construite entre 1870 et 1874, donc un bâtiment militaire que l'on a entièrement aménagé pour qu'il soit dédié aujourd'hui à la conservation du film, donc dans lequel on a construit des bâtiments spécifiquement pour la conservation du film. Donc ça, c'est un lieu en soi intéressant déjà de par son architecture, les casemates, les souterrains et la façon dont se sont implantés les bâtiments de conservation des films. C'est une occasion aussi de parler de nos métiers, bien évidemment, de parler de la conservation, de parler restauration, de parler un peu des œuvres que nous conservons. 110 000, alors bien sûr on ne peut pas parler de toutes les œuvres, mais on va en mettre quelques-unes en exergue pour que le public puisse toucher la richesse un petit peu justement et la diversité des œuvres que nous avons la chance de conserver. Et puis on met également toujours, on essaye de mettre chaque année en exergue une personnalité du cinéma. L'année dernière c'était Germaine Dulac, cette année c'est la monteuse Myriam qui a travaillé au montage des films de Sacha Guitry dans les années 30, puis qui a monté beaucoup de courts et longs métrages produits par Pierre Bomberger. Donc c'est pour nous faire découvrir des professions et des personnalités un peu oubliées, des femmes. Ces dernières années, on s'est attaché à mettre sur le devant de l'écran des femmes, puisqu'on dit qu'elles sont très peu nombreuses dans le cinéma, c'est vrai. Elles étaient encore moins nombreuses dans les années 30, 40 et 50. Aussi, c'est très important que l'on puisse connaître le travail de ces femmes qui ont œuvré dans cette période. Donc on va faire découvrir Myriam par les génériques des films auxquels elle a participé, puisque c'était quelqu'un de très discret dont on a très peu d'images, et notamment un générique qui nous a été très gentiment mis à disposition par Gaumont, du roman d'un tricheur de Sacha Guitry, où on la voit bouger avec ses collaborateurs, on la voit en mouvement à sa table de montage, ce qui est tout à fait émouvant. Si en guise de conclusion on doit faire un bilan de cette journée,
Qu'est-ce que retiendrez-vous de positif de ces échanges avec le public et de ces capacités de faire découvrir des femmes, des hommes du cinéma moins connus? Alors, chaque année, on est tout à fait surpris par l'attention des spectateurs, hein, parce que ce n'est pas des petites visites, hein, c'est des visites qui durent à peu près 2 heures entre la visite des réserves, des souterrains, la projection d'un film. Donc le public est très attentif tout au long de la visite. Plein de questions, bien sûr, parce que plus les années passent, moins la bobine de film est quelque chose qui est connu. Donc il y a toute une explicitation à faire justement sur la vie de cette pellicule. On discute aussi du numérique, des problèmes du cinéma numérique, de sa difficulté de conservation, de la sécurité que représente la conservation de la pellicule. Et aussi c'est l'occasion d'échanger des souvenirs, hein, pour certains visiteurs qui connaissent parfois les acteurs que l'on est amené à découvrir dans les films qu'on projette ou les extraits que l'on peut montrer au cours des visites. Et aussi des visiteurs curieux en fait de nos métiers, de leur diversité, hein, qu'on n'imagine pas forcément effectivement quand on arrive dans le site. Donc c'est toujours pour nous des moments d'échange tout à fait agréables. Et très enrichissant aussi parce que les questions des visiteurs souvent nous permettent de réfléchir un peu sur nos métiers, ce qui est tout à fait important. Un immense merci à Valentin Favrier du Centre national des archives de l'Église de France, à Gilles Désiré, dit Gosset, de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et à Béatrice Depastre du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour leur réponse à nos questions dans ce podcast. Félicitations pour l'organisation de ces journées exceptionnelles et pour leur capacité à présenter leurs services à un nouveau public. Plein de belles découvertes de services d'archives restent à faire pour les prochaines éditions futures. Vous avez organisé, animé ou participé à un événement de ces journées, n'hésitez pas à nous le partager, ici même en commentaire ou sur Twitter. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous laisser un like ou noter le podcast. Encore un immense bravo à tous pour cette journée. À bientôt pour un nouvel épisode.